Ah, les nouvelles technologies, elles sont partout autour de nous. Là, elles sont là. Elles modifient nos vies et nos pratiques et elles sont aussi parfois source d'amusement, notamment lorsqu'on parle du jeu vidéo. Les institutions telles que les musées ont compris leur intérêt et s'en servent de plus en plus pour diversifier l'expérience des visiteurs. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter le travail d'une chercheuse qui a bossé sur l'utilisation des jeux vidéo dans les musées. Bienvenue dans Avide de recherche. Marion Coville est tout fraîchement docteur en études culturelles. Elle a fait sa thèse à la Sorbonne et je dis tout fraîchement parce qu'elle vient tout juste de soutenir. Bien joué Marion. L'article dont on va parler aujourd'hui a été publié en 2015 dans la revue de sciences humaines Tracé. Il est disponible gratuitement sur internet, vous trouverez le lien dans la description. Alors face à une nouvelle interface dans un musée dont le fonctionnement vous est inconnu, comment vous comporteriez-vous? C'est ce qu'a étudié la chercheuse. Le cadre de l'étude est justement une expo sur le jeu vidéo qui s'appelle Jeux vidéo l'Expo, oui, le titre est super original. Dans cette expo, il y avait une installation intitulée Communauté créative avec un grand écran, des capteurs qui détectent les mouvements type Kinect, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, et un grand rectangle au sol. Le rectangle délimitait l'espace pris en compte par les capteurs. L'écran proposait un menu d'accueil avec une sélection de vidéos dont les visiteurs, seuls ou à plusieurs, pouvaient lancer le visionnage avec les mouvements de leur corps. Mais aucune indication n'expliquait aux visiteurs comment utiliser le dispositif et les capteurs étaient dissimulés. Enfin, si, il y avait une vidéo qui s'affichait sur l'écran pour expliquer comment s'en servir, sauf que en fait ça disparaissait dès que quelqu'un rentrait dans le rectangle et ça ne réapparaissait qu'après un certain temps d'inaction. Donc autant dire que les jours d'affluence, cette vidéo, vous ne la voyez jamais. Marion Coville a donc réfléchi à comment le corps du spectateur pouvait compenser l'absence d'une interface matérielle comme une manette ou un écran tactile, puis à ce que ça pouvait impliquer pour les visiteurs et pour leur action le fait d'utiliser leur corps dans le cadre d'une exposition. Et dit comme ça, c'est ambigu. Elle a essayé de comprendre aussi en quoi le fait d'être dans un musée ou dans une installation pouvait influencer les visiteurs qui essayaient de comprendre le sens de l'installation. Et enfin sur ce que les visiteurs estimaient avoir tiré de cette expérience, de l'amusement ou de l'information. Pour cela, la chercheuse s'est planquée dans un coin de la salle avec un petit carnet, elle a observé les gens et après elle leur a posé des questions à la fin de la visite. Je sais pas du tout si elle avait un carnet. C'est donc une étude qui croise plusieurs disciplines. La sociologie des usages, qui étudie donc l'usage qu'on fait de certaines choses dans un contexte donné. Ce qu'on appelle les muséums et Visitor Studies, qui étudie donc l'expérience du visiteur dans un musée pour améliorer la transmission des savoirs. Et enfin les Game Studies, donc l'étude des jeux vidéo. Donc ce dispositif et ses champs disciplinaires portent notre attention à la fois sur le corps en mouvement du visiteur, mais aussi sur l'attention qui porte sur le corps en mouvement des autres visiteurs. Alors premier comportement décrit face à l'installation, deux copines testent le dispositif. Elles font des grands pas lents et exagérés, elles essayent de se figer, elles essayent de peser sur le tapis, bref, elles testent les possibles. Au moment du questionnaire, elles disent s'être plutôt intéressées à la technologie et à essayer de comprendre comment marchait le truc. On voit que le fait que le spectateur voit un tapis devant un écran l'invite à entrer en interaction avec le dispositif, même s'il n'y a pas d'interface matérielle comme une manette de jeu. Certains visiteurs ont même dit qu'ils pensaient qu'il fallait danser. En effet, le tapis évoque un espace scénique. En tout cas, c'est le corps du visiteur qui est le seul élément tangible et qui donc devient le référent principal. Bon, ok, on a un dispositif où il faut agir, mais aussi se montrer en train d'agir. Donc les visiteurs ont des ressentis différents. Lorsqu'on est en famille, avec des proches, des amis, etc., c'est généralement une expérience où on se marre. Marion Coville décrit des parents et leurs enfants qui testent le truc. Un parent agit dans le rectangle au sol, les enfants l'imitent et l'autre parent regarde tout ce petit monde avec bienveillance en dehors du tapis. Les autres lui rendent ce regard en rigolant. On voit ici que les enfants et l'adulte qui sont sur le tapis effectuent aussi leurs gestes à l'attention du parent observateur. Il y a un contraste entre le corps du parent observateur, bien campé sur ses positions, et le corps des autres qui font les andouilles sur le tapis. Pour que ça marche, il faut oser des mouvements, se mettre en scène. Il s'agit d'une petite famille, donc les regards sont bienveillants. On est proche d'une pratique domestique, du cadre intime, comme quand on joue à la maison. Lorsque les visiteurs se connaissent, il y a donc des regards complices, des rires, etc. Mais la tendance s'inverse vite dès que le groupe est constitué d'inconnus. Les regards deviennent fuyants et gênés. On mate l'autre du coin de l'œil pour essayer de comprendre comment marche le truc sans que l'autre ne nous voie. Même un groupe de gens qui se connaissent, s'ils sont observés par des inconnus, comme ce n'était pas le cas dans l'exemple qu'on vient de décrire, vont faire des gestes plus mesurés. Donc si vous êtes avec un pote et qu'il n'y a personne, vous la donnez, mais dès qu'il y a quelqu'un d'inconnu qui vous regarde, vous êtes plus timide. Logique. Si vous n'avez pas de regard familier, vous êtes moins à l'aise. On voit aussi que si quelqu'un d'inconnu utilise déjà le dispositif, les autres n'osent pas empiéter sur sa place et attendent tranquillement leur tour. Ou encore qu'on se répartit l'espace en petits morceaux sans empiéter sur les autres.
Bref, les manières d'investir l'espace et les actions qui s'y déroulent dépendent des relations entre les visiteurs. Deux rôles se démarquent en tout cas, les acteurs et les observateurs, chacun participant de la gêne ou du plaisir que vous trouvez dans l'usage de l'installation. Et cet usage de l'installation, quel sens l'ont justement donné les visiteurs? En fait, si on écoute les visiteurs à la fin de l'exposition, la plupart d'entre eux a exprimé un sentiment d'échec parce qu'elle a l'impression de ne pas avoir compris le sens ou l'intérêt de l'installation. Et surtout, ils se sentent responsables de cela, pensent ne pas avoir fait comme il fallait. Bon, en fait, il faut nuancer ce sentiment qui est renforcé par le fait que les visiteurs sont interrogés à la fin de l'exposition, ce qui renforce le sentiment qu'on attend quelque chose d'eux. De même, le fait de juste être dans une exposition conditionne votre impression. Vous savez que les gens qui ont conçu l'exposition supposent de votre part un certain comportement. Les retours que les gens font sont aussi adressés à l'institution. On aurait préféré comme ça aurait paru plus logique ainsi, etc. Donc en plus de l'espace matériel de l'installation, c'est aussi l'institution dans laquelle elle se trouve qui impacte le sens de notre action. Pour le visiteur, comprendre le sens d'une installation revient souvent à comprendre ce qu'on attend de lui. D'ailleurs, beaucoup de visiteurs qui sont passés sur le tapis sont ensuite allés lire le cartel ou ont cherché des informations dans la pièce. Quels sont donc les vécus de chacun? Ceux qui sont acteurs, qui rentrent sur le tapis, ont principalement perçu leur activité comme ludique, et c'est généralement ce qu'ils attendaient de l'expo sur les jeux vidéo. Mais ils peuvent aussi être des experts, amateurs de jeux vidéo, habitués de ces pratiques, qui viennent ici pour voir comment le public réagit à ces supports et comment l'institution les a traités. Dans le dispositif des communautés créatives, ce sont les pratiques corporelles des gens qui nous ont permis de comprendre le sens qu'ils donnent à l'installation et les rôles qu'ils adoptent. Le recours au capteur nous fait aussi nous interroger sur la liberté du visiteur. Le joueur est censé être totalement libre puisqu'il n'y a pas d'interface matérielle qui limite, contraint, oriente ses mouvements. En vérité, nous constatons que l'absence d'interface matérielle n'entraîne pas l'absence de contraintes puisque le corps est observé et que les comportements s'adaptent à l'environnement. Cette étude nous montre que l'usage de nouvelles interfaces, de nouvelles technologies issues notamment du jeu vidéo visant à diversifier la pratique des visiteurs dans les musées ne fait finalement que déplacer les points de tension en créant de nouvelles contraintes sur le corps et les attitudes. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter l'article, le lien est dans la description. Et si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous écrire au mail qui se trouve aussi en description. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel avis de recherche.